C'est un des films préférés de Quentin Tarantino. C'est un film assez obscur, très peu connu, mais pour un petit groupe d'amateurs, c'est le meilleur film de science-fiction japonais de tous les temps. Ce film-là, c'est Gokey le vampire, titre officieux, je pense qu'il n'est jamais sorti en français. Gokey Body Snatcher from Hell. Qu'est-ce que ça raconte? C'est une histoire de vampire de l'espace. Je vous donne plus de détails dans un instant. Est-ce que j'ai aimé ça? Plutôt, mais encore une fois, je donne les détails. Ceci dit, c'est un film qui est rempli de qualités hyper intéressantes, de surprises presque ininterrompues du début à la fin. En réflexion, ceci dit, on va faire la comparaison entre les récits archétypaux, dont on en a beaucoup parlé au niveau de les récits qui expriment quelque chose de fondamental au niveau de notre psyché, notre nature d'être humain, versus les sujets philosophiques et politiques, puis comment parfois, même assez souvent, il y a une distinction entre les deux, puis ce que cette distinction-là nous révèle. Mais avant tout, qu'est-ce que ça raconte, Gokey Body Snatcher from Hell? Ben, c'est toute une histoire. Essentiellement, on a un avion qui rencontre une soucoupe volante et cet avion s'écrase suite à la rencontre avec l'OVNI. Et dans l'OVNI, il y a un méchant envahisseur de l'espace qui possède les gens et il va posséder plus ou moins un par un les survivants de l'écrasement d'avion et ces personnages dans l'avion. On a un assassin politique, c'est le premier qui se fait posséder. On a un homme d'affaires puissant mais véreux. On a son employé carriériste qui lui refile sa femme pour qu'ils couchent ensemble, pour faciliter l'obtention de contrats, une histoire assez sordide. On a l'américaine qui parle en anglais, qui est complètement hystérique parce que son mari vient de mourir au Vietnam. On a un psychiatre. En tout cas, il y a un paquet d'affaires comme ça. Il y a un paquet de monde complètement dingue. Et ben c'est ça, ils se ramassent sur cette île-là, puis ils vont essayer de survivre. Il n'y a pas d'eau, pas de nourriture. Mais ce qu'il y a, c'est un envahisseur de l'espace qui a aucune bonne intention à leur égard. Puis non seulement l'envahisseur essaie de les posséder, puis de les détruire, puis de détruire la race humaine, mais en plus, la race humaine en question, nos survivants, s'entre-déchirent du début à la fin. L'enfer, c'est les autres, on le voit là-dedans. Alors, qui de nos travailleurs de l'espace ou des survivants eux-mêmes va être le premier à tuer tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui vont survivre? Quel espoir la race humaine a-t-elle de survivre à l'affront terrible de Gokey, le vampire de l'espace? Ben, il faut regarder le film pour le savoir. Moi, j'ai trouvé que le film était pas entièrement efficace. Okay? Ceci dit, c'est, comme je mentionnais, rempli mur à mur de trucs absolument délirants. Puis la première qualité du film, c'est ça. Le scénario est complètement dingue et c'est une succession pratiquement ininterrompue de revirements au-delà d'invraisemblables. Puis bon, alors, comme ça, j'en ai mentionné quelques-uns tantôt, mais qu'est-ce qu'on a? On a cet avion qui vole avec des oiseaux qui sont en train de se suicider en rentrant dans l'avion. Les hublots sont recouverts de carcasses d'oiseaux ensanglantées qui s'écrasent sur les parois de l'avion. C'est ça, on a un pirate de l'air qui essaie de détourner l'avion. On a cette histoire d'OVNI, on a cette histoire de possession. On a un psychiatre sociopathe qui hypnotise tout le monde, tous les survivants. On a de nombreuses, on a des fusillades, des affaires comme ça. Qu'est-ce qu'on a à part ça? Il n'y a rien qu'il n'y a pas là-dedans. Il y a une L'avion vient de s'écraser. C'est la première nuit qui passe sur l'île, puis notre sous-fifre, l'employé du millionnaire véreux, surprend le septagénaire, le patron en question, un gars qui est vraiment pas très cool, en train de copuler avec sa femme, essentiellement dans les rangées de l'avion écrasé. L'avion qui vient de s'écraser. Alors moi, dans les circonstances, si j'étais le vieux monsieur 70 ans, j'aurais pas ce type de comportement. Ça ne viendrait pas de titiller mes sens, mais dans l'univers qui nous est présenté ici, c'est le genre de situation
finalement, qui nous apparaît comme relativement normal, puis rendu là, ben c'est ça. Puis ouais, cette histoire d'assassinat politique qui fait référence plus ou moins explicitement aux assassinats de Kennedy, etc. Puis, ah oui, l'avion vient de s'écraser, puis là, quelqu'un demande « Est-ce qu'il y a de l'eau à boire? » Puis là, l'hôtesse de l'air dit « Tout ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a dans la réserve de l'avion ici, il y en a très peu. » Puis là, on voit l'Américaine à ce moment-là qui est en train de se laver les mains, puis genre les cheveux, puis tout ça, qui a vidé le réservoir d'eau pour essentiellement laver ses chaussures, là. Puis là, elle dit « Ah, je suis désolé, je ne le savais pas. » Il y a une scène comme ça dans Les Trois Amigos, là, avec Steve Martin, puis Martin Short, puis Chevy Chase. Là. Fait que le film est rempli de trucs comme ça. C'est pas un film réaliste. C'est ça l'affaire. C'est que c'est pas un film qui cherche à reproduire des comportements humains qu'on reconnaît. Mais c'est un film qui essaie de dire quelque chose de profond sur l'humanité en général. Puis ça m'amène à ma deuxième raison, c'est que Gokey, le vampire, Body Snatcher from Hell, essaie très fort d'être un film politique et philosophique. Le message du film, il y en a deux en fait. Le premier message, c'est « La guerre, c'est mal ». Évidemment, je suis d'accord avec ça, mais c'est un très fort message anti-guerre avec il y a des passages, des séquences de montage avec des images d'archives en noir et blanc, mais les images sont teintées en rouge, là, vraiment pour nous montrer que c'est important. Là. Puis c'est ça, où est-ce que quelqu'un est en train de dire quelque chose, puis là on coupe à des images de guerre, puis c'est ça pour nous montrer que la guerre c'est horrible, puis évidemment le Japon, à ce moment-là, vient à peine, en vérité, de sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait même pas 20... Ça fait un peu plus que 20 ans, mais c'est pratiquement rien. Mais des références à la guerre du Vietnam, comme je mentionnais, etc. L'envahisseur de l'espace est présenté comme, c'est ça, une allégorie pour l'aspect martial de l'être humain, puis le côté, le fait que la guerre c'est mal et brutal et inhumain, et que, d'après le film, les êtres humains ont vraiment une prédilection à cette pratique répréhensible et à cette barbarie, et n'est-ce pas terrible? Fait que c'est ça. Fait que le principe, l'invasion extraterrestre est ici une allégorie pour la brutalité de l'homme, l'inhumanité de l'être humain. Puis le côté philosophique, ben, c'est un peu le penchant social de le côté au jour le jour, si on veut. Puis le message, un peu évoqué en introduction, c'est l'enfer, c'est les autres. Alors, tous les êtres humains sont ignobles. Ça a un côté plus ou moins freudien, là, le malaise dans la civilisation, ce genre de choses-là. Tous les personnages sont plus ou moins des illustrations de ça. Alors, il y a un des personnages qui est le pilote ou le copilote, un des officiers, qui lui est plutôt correct, là, puis c'est pas un héros caricatural, c'est plutôt un assez bon héros de film, moi je l'ai bien aimé celui-là. Puis il y a une des hôtesses de l'air aussi qui est plutôt correcte, mais règle générale, à peu près tout le monde est lâche, traître et fourbe, et manipulateur, ou ce genre de choses-là, mesquin. Fait quoi? Ça fait que ça fait très... il y a un petit côté huis clos, là, si vous voulez, là-dedans. Un petit côté vraiment extrêmement misanthrope, en vérité. C'est plus qu'un petit côté, c'est un gros côté. Puis, ultimement, ben, vous sentez peut-être que j'ai des réserves par rapport au film. Puis, ma réserve, elle est là, en fait. Parce que ça, c'est l'aspect du film, à mon avis, qui marche pas. Pour moi, OK? Pour moi, ça marche pas du tout, OK? C'est artificiel. Mais je peux facilement comprendre pourquoi beaucoup de gens sont sensibles à cette présentation-là. Puis, c'est ça, j'ai vu, comme j'ai mentionné, quelques personnes. Une personne en particulier, j'ai un ami en ligne avec qui on parle de film à l'occasion, puis lui, c'est son film de science-fiction japonais préféré. Puis j'ai l'impression que c'est une des choses qui vient le chercher essentiellement, là. C'est ça, c'est un sentiment compréhensible d'être blessé par la mesquinerie des gens, la bêtise, la mauvaise foi, bon, ce genre d'affaires-là, je comprends très bien ça, mais dans le film, c'est caricatural, c'est ça, à mon avis, c'est ça qui arrive, c'est juste trop, là, tout le monde, vraiment, dès le début, et c'est ça, lâche et faible, puis, Lord of the Flies,
C'est le roman là, de, j'oublie son nom, Golding, je sais pas trop quoi, il y a une couple d'adaptations, entre autres celle de Peter Brook, où est-ce que des garçons britanniques, justement, je pense qu'il y a un écrasement d'avion, puis ils se ramassent sur une île déserte, puis ça tombe dans la barbarie. Il y a un épisode des Simpsons qui fait une parodie de ça dans les premières meilleures années des Simpsons. Fait que toute la prémisse, c'est ça, c'est que les êtres humains sont fondamentalement maléfiques ou brutaux et dégénèrent très rapidement. Mais, j'ai mentionné les Simpsons, je finis là-dessus pour mon deuxième point. Ça, à quoi ça m'a fait penser là-dessus, c'est plutôt à South Park, voyez-vous. La première saison de South Park, où est-ce qu'il y a ils sont enneigés dans le vestiaire, le gymnase de l'école ou quelque chose comme ça, puis ça fait 4 heures qu'ils sont pris dans le gymnase puis qu'ils n'ont pas accès à l'extérieur. Puis là, un des personnages, je pense que c'est le shérif Barbrady, il dit « Ah, on n'a rien à manger, peut-être qu'on va avoir besoin d'avoir recours au cannibalisme. » Puis là, quelqu'un dit « Oui, mais ça fait 4 heures! » Ça fait même pas une journée complète qu'on est ici. Puis effectivement, dans South Park, ça prend pas beaucoup plus de temps que ça avant qu'ils finissent par manger Eric Roberts, dans mon souvenir. Puis ici, il se passe un peu la même chose, parce que les gens dégénèrent, les gens tombent dans la barbarie puis l'inhumanité pratiquement dès l'écrasement d'avion. Dès que ça commence, c'est l'hécatombe morale, la déchéance totale et absolue. Là. Fait que c'est cet aspect-là qui marche pas. Mais c'est ce qui nous indique aussi que notre auteur, j'ai pas noté le nom du réalisateur honnêtement, mais qu'il essaie de nous dire quelque chose d'important, au moins pour lui. Puis c'est ça, c'est un sentiment, à mon avis, qui est mal exprimé, mais c'est quand même intéressant qu'il cherche à l'exprimer dans son film. Puis, encore une fois, il y a des gens pour qui c'est le film préféré de science-fiction japonaise. Fait qu'encore une fois, c'est ça. Il y a des gens qui sont très, très, très sensibles à cette manière-là de l'exprimer. Puis, troisième, ça m'amène à ma troisième raison, qui est pourquoi c'est bon. Ben, si cette expression-là de l'inhumanité des êtres humains est, à mon avis, plutôt maladroite dans le film, il y a un paquet de choses qui sont, certainement au niveau visuel, absolument brillantes et hyper cool. Tarantino apparemment a mis un plan qui est une référence directe à ce film-là, je pense dans Kill Bill, ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais quand l'avion est en train de voler dans le ciel puis s'apprête à rencontrer l'OVNI, le ciel est complètement rouge. Puis ça, c'est extrêmement saisissant, ces séquences-là où l'avion vole dans le ciel avec les nuages, puis ce ciel rouge sang, là, rouge écarlate, puis les passagers regardent par le hublot, etc., puis les oiseaux, en plus, sont en train de se suicider en kamikaze là, sur le coquille de l'avion, sur l'avion. Donc, c'est ça, visuellement, c'est extrêmement cool, mais il y a plein de séquences visuellement qui sont hyper saisissantes comme ça, en particulier quand l'OVNI atterrit sur l'île, les gens qui sont possédés sont appelés essentiellement, une sorte d'hypnose de l'espace, j'imagine, sont appelés, convoqués psychiquement là, par une fascination intérieure vers l'OVNI. Puis là, on les voit en silhouette marcher vers l'OVNI phosphorescent, orange, le genre, quelque chose comme ça. Bon, ben, cette image-là qui revient à quelques reprises dans le film, wow, ça c'est très, 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 très cool. Puis la séquence de possession, c'est malade mental. Tu sais, je ne vais pas trop vous vendre les punchs, là, mais c'est pas trop divulgaché parce qu'on voit les images en vérité, là, même sur Google, si vous regardez le film, là. Ben c'est ça, le front du personnage s'ouvre, puis là, l'extraterrestre, qui est une sorte de liquide ou de masse amorphe qui a la texture du mercure, essentiellement, glisse, là, rampe, là, le long du corps de la personne, puis là, elle rentre dans le front, puis là, le front se referme, mais ça laisse une cicatrice verticale qui m'est apparue, je me suis demandé à quel point c'était pas, comment je dirais ça, est-ce que la cicatrice dans le front des personnes possédées serait une sorte d'allégorie pour cette fameuse blessure d'où je viens, dont parlait Louis Ferré, n'est-ce pas? Parce que ça y fait un petit peu penser, à mon avis. Donc, si c'est le cas, c'est particulièrement audacieux de notre cinéaste japonais. Il y a plusieurs séquences qui sont finalement assez efficaces, puis c'est ça, le méchant en général, il est cool quand il apparaît, alors l'assassin politique, le gars qui a assassiné le politicien, on voit ça dans les journaux au début. Rappelons-nous que dans notre avion, au début, on a à la fois un assassin politique et un pirate de l'air avec une bombe. C'est quoi les chances? Mais la première personne possédée, c'est notre assassin. Il est complètement vêtu de blanc,
avec des gants blancs, carrément. Puis l'acteur est bien choisi, il y a une bonne bouille pour un vampire de l'espace, et c'est un vampire de l'espace, alors de temps en temps, il apparaît un peu comme Jason ou Michael Myers, au coin d'un détour d'une roche, quelque chose comme ça. Puis là, il marche vers la personne qui s'apprête à vider de son sang. Puis moi, toutes les fois où est-ce que j'ai vu notre vampire de l'espace apparaître, notre Gokey qui est le nom de la race extraterrestre en vérité. Gokey quelque chose, c'est un nom japonais en 4 ou 5 syllabes, là, réduit en Gokey. Mais toutes les fois qu'on voit notre Gokey, notre vampire de l'espace apparaître, à toutes les fois, je me suis dit, non, ça, c'est cool. Fait que le monstre est cool, la soucoupe volante est cool, le visuel à beaucoup d'endroits est super cool. Il y a d'autres affaires, je ne les liste pas toutes, là, mais l'affaire avec les oiseaux, j'en ai parlé 2-3 fois, c'est parce que c'est hyper saisissant. Fait que, ouais, il y a plein d'affaires comme ça. Puis la fin, je vous dirai pas exactement comment ça finit, mais même s'il y a des aspects un peu invraisemblables, vous reconnaîtrez le type de fin que c'est quand vous le verrez. Vous direz « Ah, c'est ce type de fin-là ». C'est souvent assez efficace, on voit ça de temps en temps dans les films d'horreur en particulier. Puis, c'est encore une fois hyper efficace ici. J'ai trouvé ça plutôt très cool. Ça fait que, c'est ça, fait que le monstre est cool, la soucoupe volante est cool, le visuel est cool. Le scénario est délirant, mais au moins, on peut dire qu'on s'ennuie pas. Puis il y a toujours des surprises, puis des affaires comme ça. Ce que je trouve qui marche moins, c'est l'affaire philosophique politique. C'est ça pour moi qui fait que le film marche pas, mais selon que cette manière-là d'exprimer le message va vous rejoindre, vous, ce qui est très, très possible, ben, je pense que c'est ça qui fait qu'on tombe dans le camp de c'est une curiosité ou non, c'est hyper cool. Puis il y a des tonnes de gens qui trouvent ça carrément hyper cool. Ça fait que la seule manière vraiment pour vous de savoir si c'est pour vous, c'est de le regarder. Puis, je vous encourage de le faire, là, si vous êtes amateur de films de science-fiction plus vieux, particulièrement de films japonais. Moi, d'habitude, j'aime à peu près tout le temps les films de science-fiction japonais. Celui-ci est plus obscur, mais c'est un film culte et ça vaut la peine pour l'amateur de curiosité de le regarder. Puis, qui sait, ça pourrait bien devenir votre film de science-fiction japonais préféré à vous. Le film, à mon avis, illustre une idée ou un phénomène hyper intéressant puis hyper important pour nous qui cherchons à nous dépatouiller dans qu'est-ce qu'un être humain, qu'est-ce que notre propre psyché, c'est essentiellement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, puis pourquoi est-ce que les gens sont aussi mélangés, pourquoi est-ce que ma vie va pas toujours comme est-ce que je veux, n'importe quel, si vous êtes un être humain et vous avez des questions existentielles, ben, il y a un aspect crucial de ce questionnement-là intérieur qu'on a tous plus ou moins à différents degrés. Un aspect crucial qui est très bien illustré par ce film-là, puis c'est la distinction entre d'où viennent les histoires qu'on se raconte. Puis l'idée que je vais mettre de l'avant aujourd'hui, c'est que il y a le côté émotif et intellectuel, puis il y a le côté du moi profond. Puis la force réelle d'évocation d'une histoire, plus une histoire vient du moi profond, de la psyché universelle ultimement, plus l'histoire va être puissante et efficace. Puis plus elle est dans le mental et émotif, moins elle va avoir tendance à faire ça. Quoique, encore une fois, c'est pas entièrement vrai, il y a des nuances. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il y a une distinction importante entre la psyché, puis la psyché profonde, puis la psyché superficielle, le mental, puis les émotions. Puis ce que ça nous révèle, c'est qu'il existe bel et bien quelque chose comme la psyché profonde. Comment est-ce que ça se voit dans le film d'aujourd'hui? Ben, ça se voit parce que le film essaie d'exprimer quelque chose de profond et fondamental, et à mon avis, il n'y parvient pas. Mais il essaie très très fort, puis il essaie de le faire de la façon dont spontanément on aurait un peu tous tendance à le faire quand on pense à quelque chose de profond. Le film est conforme à l'idée qu'on se fait de la profondeur, mais malgré cela, n'y parvient pas. Qu'est-ce que je veux dire par l'idée de la profondeur? Bien, premièrement, il y a deux aspects.
Premièrement, comme j'ai mentionné, c'est un film politique. Alors, c'est un film qui cherche à dire quelque chose d'important par rapport à l'actualité, comme on parle de la Palestine aujourd'hui, par exemple. Où est-ce que c'est clairement un enjeu, peu importe où vous vous situez là, sur cette question-là, le fait est que de la vie de ben du monde, sur la planète Terre présentement, c'est une question importante. La guerre en Ukraine ou les guerres américaines ou peu importe, là, il y en a des tonnes, là. Dans les conversations de salon entre gens intello, parfois, assez souvent, les gens vont parler de politique, puis la guerre, etc. Le film fait ça, puis il le fait délibérément. J'ai mentionné les références les images d'archives. Il y a des références explicite à la bombe nucléaire. Là, il y a des images d'archives de bombes nucléaires, encore une fois, avec l'image en rouge. Là. Ils sont clairement en train de nous dire « Attention, voici un message important. » Puis c'est la bombe. Puis il mentionne la bombe nucléaire. Quand un Japonais te met une référence de bombe nucléaire dans son film, c'est parce qu'il est sérieux, voyez-vous. Compte tenu du fait qu'il en a mangé 2 sur la tête, ça leur est resté un peu dans la gorge. Fait que, non sans raison, ils sont encore traumatisés de ça. J'ai l'impression que ça donne, là, puis je les comprends, c'est absolument horrible. Fait que ouais, c'est des sujets hyper importants. La fille américaine, là, qui est vraiment hystérique tout le long, qui est pas mal en train de crier tout le long, puis qui est en train de ramener le cadavre de son mari. Son fiancé, il était supposé se marier cette semaine-là, et on est en 68, donc pendant la guerre du Vietnam. C'est ça, son mari est mort, alors finalement, elle est dans l'avion en train de ramener le cadavre de son fiancé décédé, le GI. Fait que ouais, on est pile à 100% dans la thématique guerrière, puis la guerre c'est mal, etc. Puis dans l'actualité de la guerre c'est mal, la dénonciation d'injustice ou de crimes courants. Mais néanmoins, ça passe comme, moi j'ai trouvé, un peu lourd et un peu hystérique. Puis pas parce que je suis fondamentalement en désaccord. Honnêtement, je suis plutôt d'accord avec ce que j'ai perçu comme étant le message du film sur la guerre nucléaire, etc., à savoir que je suis plutôt contre. Le prétexte qu'on utilise pour justifier la guerre est généralement frauduleux, c'est pour embarquer les gens, puis dans le meilleur des cas, c'est des guerres quasiment de vendetta, là, où est-ce que, comme les Atrides dans la tragédie grecque, où est-ce que tu as 2 camps qui saillissent viscéralement, puis qui sont pris dans une spirale de haine et de violence ininterrompue. Ça fait que, ouais, c'est pas quelque chose c'est un problème, là. C'est quelque chose qui serait bien qu'on puisse régler collectivement. Mais, même si l'enjeu est important, même si le film cherche à l'aborder d'une manière profonde et intelligente, il n'y parvient pas. Puis après ça, je passe à mon deuxième exemple, mais je mentionne que ça se fait, ça. OK? Puis l'exemple que j'ai en tête, c'est, je crois, Les Rescapés de l'an 2000, ça s'appelle un film que plusieurs Québécois de mon âge ont vu à la télé quand il a passé dans les années 70, là, essentiellement, là, quand on était très petits. Puis moi, je l'ai parlé à plusieurs... j'ai passé des années à chercher c'était quoi ce film-là, puis j'ai, au fil des années, rencontré des gens qui l'avaient vu, plus qu'une personne, là, okay, au moins 2, 3, là, qui l'avaient vu aussi au même moment que moi, et puis qui avaient été complètement saisis et traumatisés par ce film. Puis ce film-là, c'est des enfants, c'est des touristes qui arrivent sur une île où il n'y a que des enfants, et les touristes se rendent compte que les enfants ont tué tout le monde. Et ça devient de plus en plus gore et grotesque. C'est extrêmement troublant comme film, certainement quand tu as moins de 10 ans, c'est-à-dire l'âge des enfants dans le film, là. Très troublant comme film. C'est par, j'oublie son nom, mais un bon réalisateur, je pense qu'il est espagnol, le même gars qui a fait La Résidence, je crois. Si vous n'avez pas vu Les Rescapés de l'an 2000, c'est assez dur comme film, mais ça vaut clairement le détour, nettement le détour, là. Mais ce que c'est aussi, c'est une allégorie politique. Ça commence avec des images d'enfants qui meurent de faim, puis victimes de guerre, etc. Puis c'est l'expression du même thème, à beaucoup de points de vue, que le thème de Gokey, là, t'sais. Mais le film, Le Rescapé de l'an 2000, non, ça marche au fond, là, t'sais.
Fait que le même thème, le même genre de film, horreur, plus ou moins science-fiction, c'est plus horreur irrescapé, mais quand même, là. Fait que ça se fait, mais ici, il n'y parvient pas. Gokey, il n'y parvient pas. Puis l'autre chose que Gokey essaie de faire, donc pourquoi est-ce qu'il n'y parvient pas? Puis l'autre chose que Gokey essaie de faire, ben, c'est cette dimension philosophique qui est une sorte, comme j'ai mentionné tantôt, de mélange entre Jean-Paul Sartre et le feu très, très pessimiste là, de Malaise dans la civilisation, ce genre de choses-là, qui est l'idée que c'est ça, les êtres humains sont mauvais, méchants, des bêtes et des brutes, dont un vernis diaphane de civisme parvient à peine à recouvrir les monstruosités radicales. Là. Donc cette idée-là, en général, Lord of the Flies. Puis ben, moi, je vous avoue là, que moi, je crois pas à ça. Quoique je comprends d'où ça vient, okay? Parce qu'on en voit des manifestations, mais je crois que... Bon, peu importe. Moi, j'y crois pas. C'est peut-être pour ça aussi que ça vient moins me chercher. Mais j'ai pas d'exemple spontanément de films qui traitent de ce sujet-là avec succès, mais peut-être les 120 journées de Salo, là, si on veut, là, le film de Pasolini. Là. Mais on en trouve. Le fait est qu'on en trouverait des films qui expriment ce genre de sujet-là. Les films de Herzog, si ça se trouve, des fois, on a ça. On y revient aussi, Herzog, tantôt. Mais dans le film ici, je trouve encore une fois que ça marche pas, puis ça marche pas parce que le film me donne l'impression qu'il est en train de me convaincre d'une thèse. Okay. Il part avec une prémisse qui est l'être humain est un loup pour l'homme, etc. Puis moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui écrit le scénario en se disant « Je vais vous démontrer cette thèse ». Mais cette thèse-là, d'où vient-elle chez la personne qui écrit le scénario? Puis ça, c'est mon hypothèse, puis c'est ce que moi je perçois. C'est qu'elle vient de cette fameuse partie-là ici, qui est l'appareil mental émotif. Je la comprends, la réaction. C'est normal d'être scandalisé, révolté, puis d'être comme ça, là, devant, bon, si on veut, là, la bêtise et la barbarie. Mais c'est intéressant parce que, j'allais dire, il y a une forme de cynisme puis de repli sur soi. Mais qu'est-ce que je perçois, c'est que c'est quelqu'un de blessé, puis de blessé par les êtres humains qui produit cette œuvre-là. Puis qui est en train de nous montrer, de tenter de nous faire la démonstration de pourquoi il est blessé. Mais il le fait à partir de la citadelle intérieure dans laquelle il s'est replié pour ne pas ressentir sa propre douleur. Voyez-vous ce que je veux dire? Quand on est blessé, okay, quand on a peur, donc, c'est ça, quand on demeure traumatisé par quelque chose, donc on n'a pas entièrement réglé quelque chose qui nous dérange, puis c'est normal, okay, si on vit dans un monde entouré de monde bête et méchant, si on veut, ou si on cherche des exemples de gens bêtes et méchants dans le monde, on va en trouver sans difficulté. Puis c'est difficile parfois d'opérer dans ce monde-là, puis c'est pas entièrement surprenant de moi je l'ai fait, là, okay, c'est de se replier sur soi-même pour pas entrer en relation avec ce monde-là, okay? Mais le fait est que c'est un repli sur soi, okay? C'est une tentative de s'isoler du monde, puis qu'est-ce que ça veut dire en réalité, s'isoler du monde? C'est s'isoler d'une part de soi-même, c'est couper une part de ce qu'on veut pas ressentir, qui est cette douleur profonde et lancinante, okay, qui est une douleur, si on veut, existentielle, okay, puis qui est la douleur de vivre dans le monde aujourd'hui. Bon, mais qu'est-ce qui arrive quand on se coupe, puis c'est ce que je pense qu'on voit dans le film, qu'est-ce qui arrive quand on se coupe de cette douleur-là? Ben, de cette partie-là, ben, on se coupe de la partie de nous-mêmes qui est celle aussi qui est capable de nous montrer comment vivre avec ça, puis comment peut-être transformer cette chose-là. La part la plus profonde de nous qui contient, ben, entre autres, le germe de notre génie artistique, là, puis puis ben, je suis tenté de dire, le fait est que la création artistique réellement inspirée a un caractère guérisseur, alchimique, là. Quand on a un gros chagrin, puis que on arrive avec le temps, souvent il faut laisser décanter, mais quand on arrive
à créer une œuvre d'art à partir de cette douleur-là, OK, mais qu'on n'est pas en train d'essayer de la projeter dans le monde, qu'est-ce que le film est en train de faire, à mon avis. Mais quand on l'utilise comme matériau, puis qu'on la ressent réellement, puis qu'on crée notre œuvre à partir de là, dans la présence de notre douleur, ben à ce moment-là, on obtient des chefs-d'œuvre transcendants. Fait que c'est ça. Puis quand on fait pas ça, ben parce qu'on est dans la partie mentale émotive, d'après moi, c'est ce que je perçois encore une fois, ce qu'on a dans le film, c'est l'idée de l'homme est un loup pour l'homme, l'idée de la guerre c'est mal, puis oui, des émotions fortes, mais des émotions qui me paraissent artificielles, okay? Qui me paraissent de la provocation émotive, là, des situations, c'est ça, une succession de scènes, puis de vignettes, puis de revirements un peu grotesques au niveau dramatique, là, finalement. Là. Ça se passerait pas comme ça prendrait plus que une journée et demie pour que tout le monde tombe dans la barbarie totale et s'entre-déchire, là, soyons sérieux. Là. Fait que c'est ça, mais le film nous présente ça parce que l'auteur s'est dit, c'est comme ça que je vais illustrer mon propos. Mais c'est ce qui me fait dire que ça vient du mental, puis ça vient de l'émotion. Je vais essayer de vous susciter artificiellement cette émotion-là en vous mettant des scènes choquantes ou des revirements choquants. Mais on reconnaît chez d'autres auteurs, on va en parler dans ma recommandation, chez Herzog en particulier, mais il y en a plein d'autres, chez David Lynch, me vient facilement, tu sais, rapidement, c'est un des exemples les plus faciles. Ben, puis David Lynch, un gars plutôt serein, rempli de joie de vivre, etc. Vous voyez en entrevue, il respire le bonheur, OK? Mais il parle souvent d'affaires hyper glauques et intenses, puis parce qu'il tape là-dedans, ben, quand on voit ces films-là, on sait qu'on est en présence de quelque chose de profond et de génial, puis qui, oui, exprime absolument l'horreur, la brutalité à beaucoup de points de vue, mais pas que ça, mais qui l'exprime d'une manière qui nous permet d'être présents à cette horreur-là, sans filtre et sans retenue, mais par ce spectacle-là, la transcende en même temps. Puis, je vais conclure là-dessus. Est-ce que c'est pas un peu la fameuse et énigmatique catharsis dont parlait Aristote là, dans sa poétique? Là, parce que personne ne sait vraiment qu'est-ce qu'il voulait dire par catharsis dans la poétique d'Aristote. L'idée étant que, oui, on va voir les pièces de théâtre grecques qui sont remplies de trucs, de cannibalisme, puis d'inceste, puis de meurtre à gauche, puis à droite, puis de massacre. C'est intense, les tragédies grecques. Mais c'est absolument sublime, grandiose et tout ce que vous voulez, particulièrement Échille. Moi, je suis un fan d'Échille et Sophocle, puis, bon, on y reviendra peut-être un jour, les tragiques, là, mais certainement chez Échille et Sophocle, on est en présence de cette matière émotive, primaire, primale, puis viscérale, etc., puis d'affects qui sont en nous, ne serait-ce que comme potentiel, parce qu'on est des êtres humains. Fait que les tragiques grecs nous montraient ça, okay, dans un contexte religieux, hein, parce que les pièces grecques, c'était un événement religieux, là, le théâtre grec, là, okay, c'était un festival religieux. Fait que la religiosité, fait que dans le culte des Grecs, il y avait ça, au moins à une certaine époque, là, de montrer des pièces de théâtre qui montraient cet aspect-là hyper horrible et intense, si on veut, de la profondeur de nos affects. Fait que, puis Aristote disait, ben ça nous permet donc de purger, catharsis, donc purger, c'est ce que ça veut dire en gros, de purger nos émotions, mais il n'explique pas comment ni pourquoi. Puis tout le monde a plus ou moins interprété ça au meilleur de sa compréhension, mais avec pas grand-chose qu'un mot ou deux pour les guider. Mais je pense que c'est ça, peut-être qu'on a une illustration ici de quand ça marche, par exemple chez Lynch ou chez Herzog, c'est que ça nous présente ces affects-là qui sont très profonds, puis qui peuvent être absolument l'horreur de la guerre, la brutalité, etc., là, okay? Mais qui nous les présente d'une manière complètement habitée, sans filtre, puis en même temps transmutée par la créativité humaine elle-même, et puis par le savoir-faire aussi, par le fait qu'un artiste traite cette matière-là en pleine présence, puis la transforme en quelque chose qui nous transforme, nous, en le voyant, en nous permettant d'intégrer, d'une certaine manière, ces émotions-là. Fait que ça, si on pourrait continuer dans cette direction-là, ça serait la piste. Fait que
Mais ça nous indique justement que la manière, puis là je finis là-dessus, la manière de régler ultimement ces problèmes fondamentaux-là, ben, on a une indication ici que cette manière de régler les problèmes ne se trouve pas au niveau de notre intellect, non plus qu'au niveau de nos émotions. Que la solution réelle passe par une reconnexion à notre nature la plus profonde, dans laquelle se trouve, entre autres, la source inépuisable de nos ressources psychiques. Ce que je veux dire par là, c'est la créativité, les symboles. Okay? L'irrationnel nous donne les symboles qu'on peut utiliser pour transmuter l'horreur et la douleur en quelque chose de sublime, puis pour guérir ultimement ces aspects-là, et pour les... Bon, ce genre d'idée-là. Puis ça nous indique justement que ne serait-il pas possible que justement, bien souvent, quand on pense qu'on l'exprime par le mental ou par l'émotif, on n'est pas du tout... On veut guérir par cette manière, par ce type d'expression-là, mais cela n'est pas possible parce que c'est cette fixation-là, dans cette partie-là de nous-mêmes, qui nous indique qu'on est déconnecté de notre moi profond, où se trouvent les ressources nécessaires pour guérir véritablement. Puis, cette fixation-là est le mécanisme de défense la fonction de ça, c'est pas ressentir l'horreur réelle qu'on ressent, ou la douleur, ou peu importe le chagrin, peu importe. Okay. C'est ça. Quand on est là, même si on pense qu'on va régler le problème, on est en train de l'entretenir, en vérité. Le piège. Ben voilà, c'est à peu près ça l'idée. Puis, certainement, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que, ben, c'est ça, clairement, il y a deux modes d'expression différents, au moins. C'est un mode qui est intense, mais qui demeure superficiel, qui est le mental et les émotions, puis un mode profond, dangereux, inquiétant, peut-être, ne serait-ce qu'à cause de l'énorme intensité de ce qu'il recèle, mais qui ultimement est l'endroit où se trouvent nos solutions et nos remèdes. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour Gokey le vampire, la réflexion. Avant de passer à ma recommandation rapidement, ben merci beaucoup encore une fois à tous pour vos commentaires qui me font vraiment plaisir. Il y a beaucoup d'excellents commentaires. Donc je suis très heureux de pouvoir interagir avec vous de cette manière-là. Merci pour les gens qui soutiennent l'écriture de mon bouquin. Le formulaire est dans le don, dans le formulaire de don, le lien est dans la description. Si vous voulez soutenir mon travail, la manière la plus rapide, c'est ça. Le plus facile et plus efficace présentement, c'est ça. J'ai aussi un Patreon. Pas beaucoup de contenu pour l'instant, ça s'en vient. Là. Mais pour l'instant, vraiment, la meilleure manière de soutenir mon travail, c'est dans la description. Je suis aussi disponible pour des consultations privées, là, si vous voulez, là, pour des questions existentielles. C'est ça, vous pouvez me contacter, ça aussi le lien est dans la description, mon formulaire de contact sur mon site web. Le dernier truc que je dis, c'est que ça concerne les films que je mets sur la chaîne. Je voulais faire un petit commentaire rapide là-dessus. J'ai fait une vidéo sur Dune 2, que j'ai vraiment adoré comme ben du monde, là. C'est vraiment tristement bon, Dune 2, là, c'est malade mental, on est d'accord, là, OK? Bon, puis j'ai fait cette vidéo-là, je me suis dit, cette fois-ci, mon succès est assuré. Je vais monter dans la stratosphère, à peu près personne l'a regardé. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la Guerre des Étoiles, là, il y a une couple de mois, je me suis dit, la Guerre des Étoiles, le film hyper populaire, légendaire, n'est-ce pas? Générationnel. Les gens vont le regarder, à peu près personne ne l'a regardé. Puis j'ai hésité à parler de Gokey, le vampire, aujourd'hui, parce que ici, ces personnes en ont entendu parler essentiellement. Même moi, je savais à peine c'était quoi, je connaissais le titre, là, mais c'est hyper obscur. Puis des fois, je parle de films hyper obscurs, là, War Gods, mon film thaïlandais que j'avais super gros aimé, mais qui est c'est très... c'est pas un film de Hollywood. Puis ouais, il y a très peu de gens qui l'ont regardé, mais j'ai eu au moins un ou deux commentaires vraiment très touchants sur ce film-là. Là. Puis j'ai remarqué ça que souvent, il y a des vidéos que pas beaucoup de gens regardent, mais qui rejoignent certaines personnes. Puis puis des fois quand je me dis je vais faire telle vidéo sur tel film, il y a plus de gens, même quand je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le regarder,
C'est impossible à prédire. Puis en bonne partie, je pense, parce que le fameux algorithme de YouTube est en vérité, c'est pas pour me plaindre, là, mais la réalité, il est arbitraire et impossible à prédire. Ses comportements sont complètement imprévisibles. Là, okay? Une semaine, il pousse tes vidéos, l'autre semaine, il le pousse pas, puis tu fais exactement la même chose. C'est un dieu terrible et arbitraire. Fait que ma décision finale, c'est je vais m'en contre-calisser. Je n'en ai rien à foutre de l'algorithme de YouTube. OK? Ça sert à rien. OK? Ça fait que je vais continuer de mettre les vidéos ici parce que j'aime ça, puis parce que je perçois que ça intéresse. T'sais, je vois que ça intéresse des gens, puis ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Là. Puis je vais continuer de faire ce que je faisais, qui est d'y aller avec mon inspiration, essentiellement. Ceci dit, si vous avez des recommandations dont je peux parler, un film dont vous aimeriez que je parle, je vais sérieusement le considérer. Là. Je sais qu'il y a Barbarella qui a été mentionné à un moment donné, ça se pourrait que j'en parle, etc. Des films plus vieux en général, là, en 2000 et moins et avant en général. Mais tout ça pour dire que l'intention dans le choix des films, ça peut avoir l'air prétentieux, mais bon, c'est justement d'être plus l'expression, pas de ce que mon mental ou mes émotions croient que je devrais faire pour apaiser les dieux de YouTube et monter dans l'ascension de la stratosphère. J'aimerais ça avoir ma petite plaque, là, 100 000 abonnés ou peu importe. Mais s'il y a un chemin pour moi qui mène vers le gros succès sur YouTube, c'est pas mon but dans la vie, là. Je veux dire, j'aimerais ça, là, mais mon but dans la vie, c'est plus proche d'exprimer quelque chose de profond et d'universel, puis de parler d'affaires que moi j'aime, puis d'affaires que je trouve importantes, puis de quelque chose qui exprime le moi profond, finalement. Ça fait que c'est ça. Fait que je vais continuer de mettre les vidéos en fonction de ce que je pense. Je mets pas tellement de films en noir et blanc en général, parce que ça, vraiment, je pense que ça pogne moins, même si j'aime ça. Ça, c'est le genre d'affaires que je vais plus mettre sur mon Patreon. Mais bref, je vais suivre mon cœur. C'est ça que j'essaie de dire. Puis à ceux qui m'accompagnent dans ce chemin, c'est très cool. Merci. Et enfin, ma recommandation. J'avais listé plusieurs candidats possibles, entre autres Matango, film japonais, donc basé sur une nouvelle, je pense, de William Hope Hodgson, qui est une histoire de naufragé, mais d'un bateau, là, sur une île, où c'est pas... Là, il y a en masse d'eau puis de quoi à manger, mais le problème, c'est que le de quoi à manger en question, c'est des champignons, que l'eau aussi est contaminée par les champignons, et que les champignons transforment ceux qui les consomment en hommes champignons, hommes et femmes champignons, essentiellement. Puis c'est une sorte de délire Lovecraftien et j'ai adoré ça. Ça fait que c'est ma recommandation officieuse parce que ça, Matango, c'est cool en crise. Puis pour moi, ça, c'est facilement dans les meilleurs films de science-fiction japonais. J'adore Matango, c'est très, très saisissant comme film. Mais ma recommandation officielle, je la recommande parce que je l'ai écouté hier soir, même très tard, hier soir en vérité. Je me suis tapé Le Voleur de Bagdad, un film muet qui est très cool. Puis après ça, j'ai écouté Heart of Glass de Werner Herzog. Puis qui n'est pas exactement un film de science-fiction, mais qui est en vérité une sorte de film inclassable, qui est ultimement un film de genre, en fait, mais fantastique, bizarroïde, existentiel, puis qui raconte, en principe, l'histoire d'un village bavarois au 18e siècle. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça a l'air moyen. Puis l'histoire avec une fabrique de verre, n'est-ce pas? Il y a le noble du village et il y a l'usine qui fabrique le verre où travaille tout le monde. Et la ville est réputée pour un verre rouge. Okay? Le verre rubis, essentiellement. Puis, qu'ils appellent. Puis le problème, c'est qu'il y a une seule personne en ville qui connaissait la formule pour produire ce rubis rouge, qui est ce dont la survie de tout le village dépend. Okay? Il y a une industrie en ville, puis c'est ça, produire ce verre rouge-là. Mais le gars qui connaissait la formule, il meurt. Puis quand le film commence, il est déjà mort. Là. Je pense pas à moins que j'ai manqué quelque chose, là. Il est déjà mort quand le film commence. Fait que, quand on lit la description sur l'IMDb, c'est
une ville bavaroise au 18e siècle, les habitants de la ville cherchent à retrouver la formule pour produire le verre. Mais en vérité, c'est pas ça du tout. Ça, c'est ce qu'on voit, mais c'est pas du tout ça que ça raconte. Puis, je recommande, parce que j'ai trouvé ça wow, là, j'ai trouvé ça captivant, saisissant, onirique, profond, grandiose. C'est ça. Bon, toutes les qualités que vous pouvez imaginer, mais essentiellement, c'est une sorte de rêve et de méditation onirique sur possiblement l'apocalypse et la fin du monde. Puis, en même temps, justement, sur des questions de style l'ombre à l'intérieur de l'humanité, puis ce qui se passe, bon, fait un peu, c'est pas exactement les mêmes thèmes que dans le film, mais il y a des recoupements, les mêmes genres de zones d'ombre et de questions philosophiques, certainement, et existentielles très profondes, que le film que Gokey essaie d'illustrer. Mais Heart of Glass, ouais, il y a quelque chose comme une sorte d'histoire, quoique c'est très décousu, presque non linéaire, là. Mais on se rend compte à un moment donné que toutes les actions qu'on voit, toutes les scènes qu'on voit ne sont qu'un prétexte en vérité. Puis, il y a un voyant dans le film. Le film commence avec un gars qui a des visions constantes de l'avenir. Il prédit entre autres la mort de 2 des personnages, mais il prédit dans le détail tous les instants du futur, un peu comme Paul Atreides, finalement. Il voit le futur dans le détail. Puis comme il nous dit, tout ne se réalise pas toujours. Il arrive que ces visions ne se réalisent pas, mais à peu près tout le long du film, dans le détail précis, là, quasiment à la minute près, là, ces prédictions, souvent catastrophiques, mais pas toujours, se concrétisent. Puis plus que ça avance, plus que cet aspect-là prend de l'importance. Puis au fur et à mesure que le noble, qui est jeune, c'est un jeune noble, ben, lui est en train de sombrer de plus en plus rapidement dans la folie, puis tous les habitants sombrent dans le désespoir. Lui, pendant que la ville est en train de s'effondrer, puis c'est ça qu'on va voir, en gros, l'effondrement de cette collectivité, ben, sa narration prophétique devient de plus en plus... Il commence à voir de plus en plus loin dans le futur, puis il se met à décrire la Première Guerre mondiale. Puis là, on reconnaît les affaires. Puis à un moment donné, il décrit Hitler, là. OK? Fait qu'il était assis dans sa taverne, puis il parle tout seul. Puis là, ça fait à peu près 1 heure que le film est commencé, puis là, il se met à parler, il dit « Chris, il est en train de décrire le Troisième Reich, mais il sait pas c'est quoi. » Fait qu'il en parle comme un gars qui voit les images, mais qui les comprend pas. OK, mais tu dis « Tabarnak! » Le vrai sujet du film, il n'est pas exprimable en termes intellectuels, mais il est immédiatement perceptible, à mon avis. Puis il est en lien avec ce sentiment-là du personnage, qui donc est nous-mêmes, si on veut, ou un aspect de notre psyché, si on veut, par rapport à bon, le destin, le futur, la guerre, la crainte par rapport au futur, bon, mais il n'y a pas que ça, OK? Il n'y a pas que de la terreur, il n'y a pas que de l'horreur, il n'y a pas que du désarroi. Puis chez Herzog, on a souvent ça, Herzog, un gars d'un pessimisme légendaire, mais chez Herzog, on a toujours le pessimisme très intense, là, si on veut, une forme de misanthropie, mais en même temps, il y a toujours une sorte d'illustration de la grandeur, des aspirations des êtres humains. Il met en scène des gens qui aspirent à une forme de grandeur, puis une forme de transcendance dans à peu près tous ses films. Puis même là, c'est pas y rendre justice. C'est non seulement les gens qui aspirent à cette grandeur-là, mais cette grandeur-là elle-même. Cette grandeur-là, donc, qui se trouve, à laquelle on peut accéder dans le monde extérieur, mais à quel point est-ce qu'elle n'est pas justement quelque chose qui se trouve dans notre propre psyché, là, qui nous permet d'entrer en relation avec cette grandeur. Bon, peu importe, là, c'est dans l'intellectuel, okay? Mais une grande œuvre d'art, une des fonctions des grandes œuvres d'art, c'est pas la seule, mais une des fonctions des grandes œuvres d'art, c'est précisément d'accéder de manière artistique, viscérale,
j'appelle archétypal, mais même ça, c'est un mot intellectuel, d'exprimer cette profondeur grandiose-là de l'univers et du fait non seulement qu'on participe à l'univers, mais qu'on est consubstantiel à l'univers. Puis, wow! OK, puis avec ce que ça implique là, de lumière et de ténèbres, là, OK? Puis, mais de lumière. Puis c'est d'autant plus extraordinaire, puis là je finis là-dessus, que c'est ça, Heart of Glass, le film qui a inspiré la chanson, le titre de la chanson de Blondie, incidemment. La chanson Disco, là, que moi j'aime super gros, là, qui a super gros pogné, là. Le titre de Heart of Glass de Blondie, là, c'est ce film-là. Puis c'est ça, moi j'avais la description, ça me paraissait pas du tout intéressant. Moi, une usine de verre au 18e siècle en Bavière, j'en ai rien à cirer, mais précisément, c'est pas du tout ça le sujet. C'est ce voyant-là, puis sa relation avec cette qualité expérientielle de l'immanence, barblique, transcendance, qui est la même chose en vérité. C'est ça, quelque chose qui est difficile à verbaliser, comme le noétique ou je sais pas trop quoi, mais qui est difficile à exprimer verbalement, mais qui est idéal pour l'œuvre d'art du grand artiste qui est habité par l'expression, par ce sentiment-là, puis par le désir de l'exprimer. C'est le cas de Herzog, puis c'est ça, même si c'est pas exactement de la science-fiction, ça, c'est... Eraserhead non plus, là, puis si vous êtes amateur de films de genre, ben, ça vaut la peine. Fait que Heart of Glass de Herzog, c'est ma recommandation. Puis en ce qui concerne Gokey, Body Snatchers from Hell, pourquoi c'est bon? Ben parce que ça essaye, en tout cas, au moins d'être un film philosophico-politique, puis parce que même si ça, à mon avis, il réussit pas forcément dans le mandat qu'il essaie d'accomplir, ce qu'il réussit à faire, c'est remplir son film mur à mur d'idées truculentes et démentes et tout ça. Et surtout que, visuellement, c'est super, super cool. Il y a plein d'images cool. Fait qu'il y a plein d'affaires cool dans le film. Puis, visuellement, c'est très cool.